Bon. On va se mettre tout de suite d'accord sur un truc, c'est que je savais pas trop où j'allais avec Synesthésie jusque-là. Déjà avec un épisode par an, on peut pas dire que ça aide à cerner le projet, mais en plus comme je me suis forcé à intellectualiser cette chronique, ça m'a vite mis dos au mur parce que... j'aime le cinéma, j'aime bien en parler, mais j'ai pas forcément toujours d'analyse hyper profonde en stock. Dorénavant donc, Synesthésie me permettra de parler de tout un tas de films, des films qui m'ont titillé, des films qui m'ont marqué, qui m'ont énervé ou au contraire emporté avec eux, parfois avec de grandes analyses et parfois simplement avec l'idée de vous faire marrer. En bref, ce que je vous propose, avec tout ce que ça peut impliquer d'ambivalence et de contradiction, c'est une odyssée dans mes synesthésies filmiques. T'es sur un radeau, 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 mais t'es pas seul. L'Odyssée de Pi, sorti en 2012, est un film américano-britannico-canado-taïwanais. Putain, le film a plus voyagé que moi, quoi. Réalisé par Ang Lee, qu'on connaît notamment pour Brokeback Mountain et Tigre et Dragon, de super films que j'ai pas vus. Si j'ai choisi de vous parler de ce film pour le retour de synesthésie, c'est parce qu'il m'a marqué. Et pourtant, quand j'en parle autour de moi, j'ai pas spécialement l'impression qu'il ait mis aux gens la claque que j'ai prise en le regardant. Alors cette vidéo va être l'occasion de redécouvrir le film ensemble, pour essayer de comprendre ce qui m'a autant touché. Entre l'influence d'un père rationnel et d'une mère au contraire spirituelle, Pi grandit à Pondichéry, en Inde française, en étant très curieux du monde qui l'entoure, et notamment de la croyance, si bien qu'il devient à la fois hindouiste, chrétien et musulman au fil du temps. Durant son adolescence, Pi tombe amoureux d'Anandi, sauf que la vie étant ce qu'elle est, c'est-à-dire une grosse de qui chie à la gueule, le zoo de son père tombe en faillite et contraint sa famille à déménager pour le Canada et à revendre les animaux dans la foulée. Tout ce petit monde est ainsi embarqué sur un cargo, le Tsum, où il rencontre notamment un charmant cuistot qui porte vaillamment les valeurs françaises. Moi je fais à manger aux marins, pas aux mangeurs de curry. Ainsi qu'un asiatique végétarien accro aux petites astuces culinaires. Ici, sur le bateau, jus de viande, c'est pas viande. C'est juste goût. Sauf que par la suite, le Titanic Tsum sombre sans même rencontrer d'iceberg, à cause d'une tempête bien vénère, que Pi prend d'abord pour un signe divin, envoyant à la flotte les plus adorables des membres d'équipage. Au revoir, Obélix! Et laissant Pi seul sur un canot de sauvetage, impuissant face au Tsum Tsum qui coule avec sa famille à son bord. C'est pas ce qu'on pourrait appeler une très bonne journée. Par la suite, Pi recueille un zèbre blessé ainsi qu'une hyène et une femelle orang-outan sur son arche, mais le règne animal étant plus proche de Koh Lanta que des bisounours, les survivants sont vite rattrapés par la chaîne alimentaire, la hyène graillant le zèbre puis l'orang-outan, avant d'être croqués à son tour par un tigre caché sous la bâche du canot, qui décide ensuite de bouffer Pi et de devenir la mascotte d'une célèbre marque de céréales. Ouais non, ok, je déconne. Vous vous en doutez si vous savez lire une affiche, le film s'appelle L'Odyssée de Pi. Bravo, quel lecteur tu fais ? Donc de toute évidence, à partir de là, on entre dans le cœur du film, c'est-à-dire l'errance du canot à travers l'océan, avec ce que ça implique d'aventure, et de moments improbables de cohabitation entre un adolescent et un tigre dans une barque. D'ailleurs, vous noterez aussi que selon Time, c'est le nouvel Avatar. Si vous voulez, c'est un peu comme si je disais que les bronzés font du ski étaient le nouveau Star Wars. Je suis ton père. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Et du coup tout ça, c'est ni très intéressant ni très pratique à résumer, parce que c'est un film qui se vit plus qu'il ne se raconte. J'ai d'être ça, chacal. Ou pour faire moins pompeux, il est relou à raconter parce qu'il est principalement contemplatif. Oui, parce que du coup, j'en ai pas parlé jusqu'ici, mais le film est putain de beau. Que ce soit le banc de poissons volants qui vont même hagarder les bandes du cinémascope, les reflets de lumière sur l'eau, ou l'île déserte et sa population de suricates, on en prend constamment plein la tronche. Vous vous doutez d'ailleurs bien que le tigre est aussi le plus souvent en image de synthèse, notamment sur les plans où il interagit avec Pi, sans quoi l'acteur ne serait probablement plus de ce monde. D'ailleurs, en parlant de leurs interactions, mais je mérite tellement un Oscar pour cette transition, il y a 2-3 choses à dire sur ce tigre. Déjà, ce tigre, ce n'est pas n'importe quel tigre, c'est le tigre qu'a connu Pi enfant, Richard Parker. Alors, outre son nom improbable, Pi a remarqué dans les yeux du tigre une lueur, et persuadé d'y déceler son âme, il a voulu devenir son bon pote en lui tendant un steak, idée qui aurait sûrement fini en plateau de charcuterie sans l'intervention de son paternel. À ce moment-là, le jeune Pi, naïf et sûrement au sommet de sa spiritualité, reçoit une leçon de réalité de la part de son père pragmatique. Les animaux n'ont pas d'âme, ils sont de simples bêtes, dénuées de véritables sentiments. C'est son raisonnement, et je trouve qu'une de ses répliques le cristallise plutôt bien. Ce tigre n'est pas ton ami. Il faut que tu comprennes que dans ses yeux, ce que tu vois est uniquement le reflet de tes propres émotions. Ce jour-là, Pi a pris conscience du danger que pouvaient représenter les animaux, et sans aller jusqu'à dire qu'il y a perdu sa foi, je pense qu'il a en tout cas au moins perdu une grande partie de son enthousiasme, de sa curiosité et de son innocence. Cet instant où Pi a plongé son regard dans celui de ce tigre, c'est donc le tout dernier moment de sa vie d'avant, c'est un pivot dans l'existence et l'évolution de Pi.
Donc de toute évidence, un lien fort unit Pi à Richard Parker, mais leur relation ne prend tout son sens qu'en regardant le film dans sa globalité. C'est donc pour ça qu'à partir de là, je vais spoiler comme un mec qui se croit marrant sur Twitter. Donc si vous voulez découvrir le film, faites-le avant de regarder la suite de cette vidéo, parce que c'est nécessaire pour ma conclusion. Dès le début du film, on comprend que tout ce récit est en fait raconté par Pi lui-même à un écrivain en panne d'inspiration. Il conclut d'ailleurs son histoire en expliquant qu'après des jours et des jours de dérive, Pi et Richard ont échoué sur la côte mexicaine, et Pi s'est évanoui épuisé en regardant Richard disparaître dans la jungle. Sauf que cette histoire improbable n'a évidemment pas vraiment convaincu la compagnie d'assurance, et Pi a donc décidé de leur révéler une autre histoire qu'il confie également à l'écrivain. Une histoire dans laquelle un marin végétarien blessé à la jambe et dingue de jus de viande monte sur le canot, de même que la mère de Pi est un cuisinier absolument antipathique. Une histoire dans laquelle le cuisinier décide d'achever le marin blessé, puis de s'en prendre à la mère de Pi sans que ce dernier n'ose rien faire. Une histoire dans laquelle Pi, fou de chagrin, finit par tuer le cuisinier, qui se laisse faire parce que même selon ses propres standards, il est allé trop loin. Autrement dit, toute l'histoire racontée par Pi n'est qu'une réécriture de ce qu'il a vécu. Le marin était le zèbre blessé, le cuisinier la hyène, et la mère de Pi l'orang-outan. Wow. Bon bah grosse ambiance parce qu'en quelques minutes seulement, on est quand même passé de Pi la princesse Disney qui parle au tigre, à une tragique histoire de Gérard Depardieu cannibale. En tout cas, j'ai plus d'appétit qu'à Barracuda. Mais alors dans tout ça, qui était donc le tigre? Est-ce que c'était le père de Pi, ou bien son frère, le prêtre chrétien, ou même le figurant de ce plan du film peut-être? Non, évidemment, c'était Pi. Et là où c'est super intéressant, c'est que Pi ne se figure pas à la place de n'importe quel tigre, non. Pour survivre, Pi devient Richard Parker. Il devient cette bête sauvage, et finalement, quand il retrouve les humains, Richard Parker retourne dans la jungle, signifiant également que Pi laisse sa bestialité disparaître. Alors, c'est une interprétation assez évidente qu'on peut tirer de cette métaphore, mais le film cultive pourtant une certaine ambiguïté. En fait, j'irais même jusqu'à dire 3 ambiguïtés. Dans sa jeunesse, pour faire oublier à ses camarades son vrai prénom dont Pi n'est qu'un diminutif, oui parce qu'en fait il s'appelle Piscine, le film est plutôt généreux en prénom claqué, Pi a appris par cœur des centaines de décimales de Pi. Et si Pi en tant que nombre exprime une constante dans la formation d'un cercle, l'Odyssée de Pi en tant que film s'apparente plutôt à une autre forme géométrique, le triangle. Voilà, abonnez-vous! D'un côté, les animaux sont des bêtes qui n'ont pas de sentiments et agissent par pur instinct, selon des lois qui ne sont pas régies par nos morales ou éthiques humaines, et c'est pour ça que les événements racontés sont bien moins horribles quand on se figure qu'ils sont le fait d'animaux. Mais d'un autre côté, on crée de l'empathie autour de ce tigre, on nous fait comprendre qu'il peut avoir une relation plus complexe avec Pi que celle d'un chasseur et d'une proie au fur et à mesure de leur dérive. Et encore d'un troisième côté, on apprend en fait que Pi est finalement ce tigre. Là où le premier axe fait évidemment écho au pragmatisme du père de Pi et le second renvoie plutôt à la spiritualité de sa mère, le troisième vient tout chambouler, il soulève de nouvelles questions et confuse notre interprétation. Après tout, si Pi et Richard Parker, alors à quoi renvoie l'évolution de leur relation? Est-ce que c'est une simple façon pour Pi d'étoffer son faux récit? Ou bien son rapprochement avec le tigre évoque son abandon progressif de sa morale humaine, et notamment de son végétarisme, pour devenir une bête sauvage capable de survivre? Eh bah à vrai dire, le film répond jamais vraiment à toutes ces questions. Tout comme le triangle dépend de 3 extrémités reliées entre elles pour exister, des extrémités interdépendantes, l'Odyssée de Pi dépend de ces 3 niveaux de lecture. C'est parce que ces 3 niveaux de lecture sont présents simultanément et qu'ils cohabitent que le film est ce qu'il est. Derrière son budget, ses ambitions et son sens de l'émerveillement, l'Odyssée de Pi cache des réflexions sur la quête de soi et sur l'héritage. C'est un film qui questionne le choix à faire entre sens du rêve et sens des réalités, entre espérance et pragmatisme, entre devenir la mère de Pi ou son père. Honnêtement, avant ce revisionnage, j'avais complètement oublié que la fin du film nous présentait une seconde version de l'histoire. Et je pense pas que ce soit un hasard. Comme l'écrivain, j'ai choisi de croire. Croire à la survie de ce tigre. Richard? Moi vouloir être Richard, me frotter contre tes barres.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager sur tous vos réseaux sociaux. Vous pouvez également me soutenir sur Utip, ça mange pas de pain, seulement du blé, et ça me permettra de poster du contenu plus régulièrement. Allez, bisous sur la moelle épinière.